Comment va le Thalys, Éric Emmanuel? Eh ben, en retard, comme toujours. Mais vous êtes avec nous, c'est le principal, pour évoquer La vengeance du pardon. C'est votre actualité, c'est votre nouveau livre. Il y avait eu, on vous avait accueilli ici même les années précédentes pour La nuit de feu, puis L'homme qui voyait à travers les visages, et puis retour à la nouvelle, recueil de 4 nouvelles. Pourquoi cette envie, pourquoi ce choix du retour à la nouvelle? Était-ce prémédité? Sont-ce des histoires qui se sont imposées à vous? Pourquoi alternez-vous comme ça, le roman, la nouvelle? Ce que vous dites, ça me fait penser à la réflexion que m'avait faite une fois un homme à un festival. Il s'était jeté sur moi et il m'avait dit « Monsieur Schmitt, vous êtes le David Bowie de la littérature. » Alors je lui ai dit « Quoi ?» Et il m'a dit « Parce que j'ai toujours attendu les albums de David Bowie, puis ils se ressemblaient jamais. On savait jamais ce que ça allait être, et il allait au rendez-vous chaque année. » Et c'est vrai que moi, je vais au rendez-vous avec le public chaque année, mais avec à chaque fois des objets différents. Parfois un roman, parfois un conte, parfois un livre sur la musique, parfois un livre de nouvelles. Ce livre de nouvelles, je l'ai porté longtemps en fait en moi, parce qu'en fait, il y a une nouvelle généralement qui est comme une planète qui attire les autres. Et c'est la nouvelle qui s'appelle La vengeance du pardon. Et progressivement, elle a créé d'autres histoires. Et donc, j'ai écrit ces histoires. J'ai toujours fait comme ça. Pour mes livres de nouvelles, Odette Tout le monde et autres histoires, tout était agrégé autour d'un thème qui était le bonheur. La rêveuse d'Ostende, c'était autour de l'importance de l'imagination. Le concerto à la mémoire d'un ange, c'était sur le thème de la rédemption. Et le dernier, Les deux messieurs de Bruxelles, c'était sur l'amour invisible. Là, c'est le thème du pardon qui a créé 4 nouvelles qui sont toutes différentes, mais qui éclairent le thème. On va bien sûr revenir sur ces 4 nouvelles. Vous disiez que vous aimiez surprendre le lecteur, vous aimiez cette rencontre avec le lecteur par la surprise, en ne sachant vraiment pour le lecteur s'il allait avoir un recueil de nouvelles ou un roman l'année suivante. Vous-même, vous vous surprenez parfois? Ben, en fait, c'est d'abord moi que je veux surprendre. C'est très égoïste, c'est-à-dire j'aime avoir peur. Je pense que quand j'aurai plus peur d'écrire, plus peur de monter sur scène, plus peur de présenter une pièce, j'arrêterai. Donc j'aime avoir le sentiment de la première fois, le sentiment de la nouveauté. J'aime concentrer toute mon attention pour me dire ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc avoir l'impression que c'est la première fois. Oui, oui, c'est une éthique de vie en fait. Lorsque nous avons préparé cette rencontre, nous avons décidé d'évoquer très brièvement chacune des 4 nouvelles. Vous le dites, il y a une nouvelle qui a donné son titre au recueil, c'est La vengeance du pardon. Là, on fait connaissance avec Marie Meunier. Elle a perdu sa fille qui a été tuée par un serial killer qui a près d'une quinzaine de victimes à son actif. Et elle le visite en prison. Elle fait ce choix de le visiter en prison, de lui parler, d'essayer de le comprendre, aux grandes dames d'ailleurs de ce serial killer qui se demande bien ce que lui veut cette femme. Personne ne comprend ce qu'elle fait. Pourquoi une femme va visiter en prison pendant des années l'assassin de sa fille? Alors qu'elle le hait. Bien sûr qu'elle le hait. Et elle ne sait pas exactement elle-même avec quoi elle a rendez-vous. Mais elle a rendez-vous avec quelque chose. Quelque chose va se produire pour elle comme pour lui. Alors évidemment, son entourage ne comprend pas. L'homme en question, Sam Louis, ne comprend pas lui-même aussi ce qui se passe. Il imagine même qu'elle peut être vaguement amoureuse de lui. Et en fait, elle humanise cet homme, ou elle tente de l'humaniser. Il n'a manifesté aucun regret, aucun remords. Quand on lui demande de parler de ses victimes, il demande laquelle c'était en termes de numéro. Il ne leur donne même pas droit à un prénom. Donc il est totalement inhumain. Et elle, il la provoque même parfois. Bien sûr qu'il la provoque. Il aime dominer la relation. Et elle va essayer de l'amener dans un territoire d'humanité. Alors, on ne peut pas en dire plus. On ne peut pas en dire plus. Si ce n'est que dans le même temps, puisqu'elle s'est installée dans un village d'Alsace, à Issisheim, vous savez, où il y a toutes les vedettes des cours d'assises, puisque c'est une prison au long cours pour les peines longues et à perpétuité. Elle s'est installée dans ce petit village, dans un studio. Elle s'est punie, d'ailleurs, en choisissant le studio le plus laid qui puisse exister. Et elle, pendant ce temps, alors qu'elle essaye d'apprivoiser une bête sauvage, il y a un chat sauvage qui, alors qu'elle traduit, puisqu'elle est traductrice, essaye de la séduire et de l'apprivoiser. Et on a les 2 histoires en même temps.
C'est une histoire très, très forte, très poignante, ce qui ne vous empêche pas aussi parfois de mettre un peu plus de légèreté, notamment avec les sœurs Barbarin, parce que même s'il est question du pardon, ces deux sœurs sont des personnages assez attachants. Ce sont deux sœurs qui ont toujours vécu ensemble, Oui, qui s'aiment et se haïssent à la fois. c'est-à-dire que elles naissent dans un petit village qui est charmant, où j'ai passé mon enfance, qui s'appelle Saint-Sorlin en Bugey. C'est le village le plus fleuri de roses de toute la France. Et j'aime bien mettre une histoire horrible dans un cadre idyllique comme ça. Et effectivement, quand elles arrivent au monde, il y a plus de 80 ans, les parents sont émerveillés, parce que déjà c'est merveilleux de faire un enfant, mais alors deux parfaitement identiques, ils sont très fiers. Elles sont la fierté du village, la fierté des parents, et elles vivent dans une espèce de bulle où elles ne sont qu'une pendant plusieurs années. Et puis à un anniversaire, pour leurs 4 ans, on leur offre des cadeaux différents. On coupe l'œuf, on introduit la différence dans leur vie. Et vous savez, il y a toujours ce moment dans la vie où on prend conscience qu'on est seul au monde. Et pour l'une, ça va être une conscience heureuse. Elle va constater qu'elle est seule au monde et que le monde, en fond, lui appartient, mais elle n'est pas vraiment seule puisqu'elle a une sœur. C'est la première, c'est Lily. Et la deuxième, qui s'appelle Moïsette. Oui, Moïsette, parce que les parents étaient à court de prénom. Ils avaient prévu d'appeler le garçon Moïse. Et voyant arriver le deuxième enfant, puisque ça se passe il y a 80 ans, où on ne faisait pas d'échographie, ils sont un peu surpris par une fille, donc ils l'appellent Moïsette. Et Moïsette, elle prend cette séparation comme un déni. Elle devient une conscience malheureuse, c'est-à-dire quelque chose lui est retiré. Elle n'est pas sa sœur et on la considère comme moins bien que sa sœur. Alors on ne va pas aller plus loin, Éric Emmanuel, parce que je sais que le temps nous est imparti, mais il y a un moment... Allez-y. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, les deux l'une va vivre dans la rancœur, dans la frustration, elle va devenir une conscience malheureuse, elle se vit comme une victime, et vous savez, le propre des victimes, c'est de finir par devenir le bourreau des autres. Et donc, elle devient le bourreau de sa sœur, et à qui elle fait des coups de vache, à qui elle vole ses affaires, elle pique ses fiancés, etc., etc. Et plus elle fait des horreurs, plus sa sœur lui pardonne. Et c'est ça qui va lui devenir insupportable. C'est-à-dire que ça s'inverse totalement. Plus la sœur aînée pardonne, aînée d'une demi-heure, pardonne, plus l'autre pousse pour amener sa sœur à la haine. Parce que d'abord, elle découvre aussi à l'amour de sa sœur qu'elle n'éprouve pas cet amour. Et elle en veut à sa sœur de ne pas éprouver, elle, de l'amour pour elle. Elle veut emmener tout le monde dans une spirale de la haine. Là, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Il y aura une histoire de puits, il y aura l'histoire d'un amant. Enfin voilà, vous en saurez plus avec les sœurs Barbarin. Dessine-moi un avion, là aussi, c'est une belle histoire. Le point de départ est très joli puisque c'est la petite Daphné qui parle avec son voisin, qui est un vieux monsieur de 93 ans. Il a été soldat dans l'armée allemande. Oui. Il était aviateur et elle lui dit « Dessine-moi un avion ». Au début, c'est un peu compliqué. C'est la première phrase, oui, dessine-moi un avion. Elle a franchi le mur du jardin, elle est allée voir ce vieux monsieur qui est très, très, très isolé, très solitaire, très renfermé. Et puis, voilà, c'est une grâce, cette petite fille. Elle a 8 ans et elle va tout d'un coup illuminer ce vieil homme qui pourtant a eu des enfants et des petits-enfants, mais avec elle, ça se produit. Voilà, c'est une rencontre. Le propre d'une rencontre, c'est que ça crée un avant et un après. Là, lui, il est ébloui par cette petite fille et elle lui demande régulièrement de lui lire Le Petit Prince. Et il va découvrir ce texte, il va au fond vivre une espèce d'humanisation de sa personne et par la petite Daphné et par la lecture répétée qu'il lui fait du Petit Prince, jusqu'au moment où il va découvrir que dans le passé, il a commis un acte épouvantable. Il emmène Daphné à une conférence et il se rend compte que peut-être... Voilà, il a fait quelque chose d'absolument épouvantable. Il découvre un crime qu'il a commis. Alors voilà, comment on vit avec un mal qu'on a fait sans s'en rendre compte? Ça, c'est une question qu'on s'est tous posée, parce qu'on fait forcément du mal. Mais comment on vit avec un mal qu'on a fait sans s'en rendre compte? Est-ce qu'on se pardonne? Et surtout, est-ce qu'on peut se réduire à un seul de ses actes? Parce que c'est ça que pose la question du pardon. Pardonner quelqu'un, c'est ne pas le réduire à un seul de ses actes. C'est pas l'immobiliser, le pétrifier dans une action qu'il a faite. C'est considérer que c'est une totalité. Lui va se trouver en face de lui-même comme cela. Je voudrais qu'on évoque rapidement, Éric Emmanuel, la dernière nouvelle, c'est Mademoiselle Butterfly. Là, nous avons un jeune homme qui, pour épater un peu ses copains, va draguer la fille du village où il passe ses vacances. Ouais, c'est un pari stupide entre un groupe de garçons de 17 ans. Séduire Mandine. Mandine qui est un peu simplette.
Bah, il l'appelle Simplette parce qu'elle est effectivement un petit peu retardée. Elle est absolument sublime, elle est magnifique, etc. Et donc lui va faire ce pari de la séduire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, en fait, quand il est en face d'elle, il est profondément ému, il est bouleversé, il vit des moments extraordinaires avec elle, mais par rapport au groupe, il fait croire qu'il est un cynique, prédateur, etc. Ça dure le temps des vacances. Pour lui. Il y a une grande sensualité dans cette relation, oui, dans votre écriture, lorsque ces deux êtres sont ensemble. Parce que la séduction va trop bien fonctionner, puisque Simplette va se retrouver enceinte. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans l'histoire, mais... Mandine, hein, moi je l'appelle, mais c'est les autres qui l'appellent Simplette. Bon, alors Mandine, pardon, mais c'est la même. Je sauve toujours tous mes personnages. C'est là où on voit que vous êtes meilleur que moi, finalement. Vous avez meilleur fond. C'est QFD. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce jeune homme va devenir... Ça reste entre nous. Ce jeune homme va devenir un grand chef d'entreprise. Et puis, il va y avoir aussi toute une histoire où on va être obligé de demander à Mandine de revenir au fil des pages. Bah, c'est-à-dire que lui, c'est un souvenir de vacances. Et puis, ça doit rester un souvenir de vacances. Or, il y a un enfant. Et donc, il va traiter ça par le déni, pensant que la situation n'existe pas puisqu'il la nie. Et puis, parce qu'il fait en sorte qu'elle ne puisse plus l'atteindre, plus jamais. Et puis, par un accident de la vie, le mot accident est le bon, il va se retrouver en face d'elle plusieurs années après, et en face de cet enfant, il va rééprouver la même émotion en face d'elle, il va être bouleversé par l'enfant. Et que va-t-il faire? Et en même temps, il est en face de la figure de la beauté insoutenable du pardon, parce qu'elle l'a attendu. C'est pour ça que ça s'appelle Mademoiselle Butterfly, puisque vous vous souvenez, dans l'opéra de Puccini, Madame Butterfly attend Pinkerton pendant des années et des années. Et il se trouve devant cet insoutenable pardon qu'elle lui accorde, puisqu'elle n'a jamais douté qu'il reviendrait. Or, en fait, il revient un peu par accident. Pourquoi avoir eu envie, maintenant, alors que dans de précédents titres, vous avez évoqué d'autres thématiques, pourquoi le pardon maintenant, dans ce recueil de nouvelles? J'ai toujours été passionné par le thème du pardon. Je me suis toujours demandé si je serais capable d'un vrai grand pardon. J'ai pardonné dans ma vie, mais des choses, finalement... Et puis je me suis rendu compte surtout, et c'est ce qu'indique le titre, La vengeance du pardon, que c'est pas évident l'univers du pardon. Parce que parfois celui qui pardonne, il en tire une grande jouissance, une grande joie. Et que c'est très difficile d'être pardonné. C'est parfois plus difficile d'être pardonné, d'être sous le regard de quelqu'un qui vous pardonne, parce que d'un côté, ça montre, vous reconnaissez que vous avez fait quelque chose de mal, et en plus, vous êtes en face de quelqu'un de plus grand que vous, de plus moral que vous. C'est insoutenable, parfois, d'être pardonné. Et puis, parfois, ce qu'on peut faire de pire à quelqu'un, c'est de lui pardonner, puisque c'est montrer tout d'un coup une indépendance par rapport à la relation et montrer une hauteur d'esprit qui est troublante. Donc je voulais vraiment examiner, c'est pour ça que les 4 nouvelles sont très différentes, même si elles sont autour du même thème, je voulais examiner les ambiguïtés du pardon. Et parfois peut-être que... Et puis comment on s'arrange avec son humanité. On retrouve une fois de plus le plaisir de votre écriture, cette double écriture, celle du conteur, et puis aussi celle de l'auteur qui invite le lecteur à s'interroger, à se poser les questions, et moi-même, où en suis-je par rapport au pardon? Moi j'ai noté cette phrase dans Mademoiselle Butterfly, quand on ne peut plus sauver ni l'argent ni l'honneur, on peut encore sauver l'amour. Oui. On garde ça comme conclusion? Magnifique. C'est votre actualité, Éric Emmanuel Schmitt. La vengeance du pardon.